Alors, bienvenue tout le monde à la deuxième journée du troisième sommet sur l'antiracisme de l'Association des infirmiers. D'entre vous qui n'êtes pas la guerre, je pas les rires. Je suis le CEO de l'AIC et je suis content d'être de partager. Alors que nous nous rassemblons pour le je vais prendre un moment pour reconnaître l'importance des sujets à tenir sommaire parce qu'une femme blanche colonie de la Constitution. Je reconnais que mon identité bien et système colonialiste inéquité qui a eu un effet sur beaucoup de personnes sur cette salle et sur la société en général. Je reconnais que tenir, organiser un antiracisme, quelqu'un qui fait le système de privilèges demande de l'humilité, de l'humilité, de l'engagement. Je vais faire ce que je peux pour incorporer ces attributs. Pas ici comme une voix d'autorité. De la culture. J'apprends comme chacun d'entre vous, là, c'est cet apprentissage de leadership, la défense des droits, la défense des intérêts contre le racisme systémique. J'espère qu'ensemble, on pourra amplifier des fois de ceux qui ont par le racisme, travailler pour bâtir un système de santé équitable. C'est de me permettre de ce dialogue important. Il y a des coupures. Commencer à pour l'organisation de cet événement. On va de l'avant avec des stratégies qui sont reliées à la diversité et l'inclusion. Il pensait que c'était important de pareil événement de passer au rôle d'ouverture. J'aimerais passer sur certains points de logistique. Comme vous voyez, il y a la fonction clavardage ou la fonction QA qui se dans différentes salles de réunion et juste que vous puissiez la question-réponse sur Zoom. La question technique et un membre de l'AIC va vous répondre le clavardage dans une autre. Pas l'utiliser, tout ce que vous avez à faire, c'est de rester X en haut à droite pour que ce soit pas distrait. Vous avez des questions pour utiliser la plateforme Mentimeter pour engager avec vous pendant la tapant le numéro de en haut de chaque tableau. Vous pouvez suivre votre questions en ordre plutôt que d'aller à l'avance pour qu'on puisse voir vos réponses en temps réel. Également, d'avoir de l'audio interprété en français en temps réel. Nous avons enregistré la séance d'aujourd'hui pour la rendre disponible pour le site internet de l'AIC. Nous avons du sur les présentations, elles vont vous être rendues disponibles également. Non, j'aimerais reconnaître que ça peut être une journée très difficile. Le contenu peut amener des bien difficiles. On vous encourage à prendre des pauses si vous avez besoin, accéder les ressources de la santé mentale qui sont publiées sur la page Zoom d'événements que vous pouvez voir aussi. Cela étant fait, je suis content de vous présenter le Blanc Haïti qui va faire la licence de territoire. Valérie, c'est un privilège pour moi. Au Canada, nous apprenons, vivons sur le territoire traditionnel des Autochtones. Nous sommes tous directement euh, à l'AIC. Nous reconnaissons que la terre sur laquelle chacun d'entre nous rejoint cette réunion et continue à être à la maison des plusieurs Premières Nations, les Inuits et les Métis. Cette reconnaissance est faite en reconnaissant que les Africains ont la responsabilité d'apprendre en compte les droits dévastateurs que la colonisation a eu sur les peuples autochtones passés et présents. Nous avons le devoir de répondre aux appels à l'action de la Commission de réconciliation du Canada. Maintenant, c'est mon privilège de présenter
un membre du conseil de la AIC qui est un membre du conseil sur les relations avec les autochtones de la AIC, accompagné par son maire, Liv Apak Fowler. Liv est une aînée de Inuit, de Nunavut. Sa carrière a commencé dans les années 70 en apprenant aux étudiants de l'école élémentaire à Inuktitut. Elle reconnaît que les ressources qui sont allouées aux écoles rarement reflètent les valeurs, la langue, la culture inuit, c'est devenu sa passion de changer ce qui était essentiel dans le système scolaire pour mieux refléter l'éducation inuit. C'est sa passion là-dessus aujourd'hui. Quand elle a pris sa retraite, elle a ouvert son commerce où la connaissance inuit est au cœur de tout ça. C'est à vous, Stéphanie, c'est à vous, Lise. La personne parle dans sa langue. Encore une fois, la bébé parle dans sa langue. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui sont curieux, c'est quelque chose que les Inuits, cet objet, utilisent depuis des temps immémoriaux. C'est un symbole de notre survie,
de notre intelligence, de notre ingénuité, de notre culture. Comme vous pouvez le voir, ma mère l'allume. Il y a de l'huile dedans. Et on utilise ça pour la lumière, pour cuisiner, pour sanitiser, pour purer l'eau. Et ça, on utilise ça maintenant pour symboliser le début de cette journée de discussion et d'apprentissage. Et je pense que c'est très important, en tant qu'infirmière, que nous comprenions le symbolisme de ce moment, que la AI n'a jamais utilisé ça dans une réunion avant ça, elle aimait ça. Je suis aussi très fier de mettre en valeur de la culture aujourd'hui, de souhaiter la bienvenue à tout le monde. Allons utiliser ça pour essayer de s'entrer dans dans les, cérémonies. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devrions avoir un cœur ouvert, un esprit ouvert, être prêt à apprendre, à réaliser nos assumptions, les assumptions qu'on a sur les autres, et être prêt à avoir des bonnes intentions pour appuyer la vérité, la réconciliation, euh, et de transformer notre système de santé. Et le mandat de l'AIC, quelque chose que je suis très content de contribuer membre du conseil de l'AIC. Donc, je veux remercier ma mère pour nous avoir commencé d'une bonne journée, d'une bonne façon. Je veux dire merci à tout le monde pour la participation. Merci. Annie et Elise, merci pour rejoindre aujourd'hui ce moment spécial. Je pense que tout le monde est d'accord que c'est une phase formidable de commencer la deuxième journée. Nous sommes dans notre deuxième journée. Je suis membre de partenaires gens en ligne. Je pense que tout le monde peut être d'accord. Hier, c'était un grand succès. Aujourd'hui, ça va être quelques heures exceptionnelles également. Je voulais dire merci aux participants à travers le conseil internationaux, pour le personnel de la lycée, qui a travaillé très dur à organiser ce sommet, la commission antiraciste, la commission autochtone antiraciste, les membres du comité directeur du sommet antiraciste, tous ces personnes pour leur dévouement à la planification. Il y a beaucoup de travail qui a été mis à temps. Ça a été une expérience d'apprentissage formidable. Finalement. C'est maintenant un grand plaisir de présenter notre première intervention l'après-midi, Laurent Martel. C'est le directeur du Centre de démographie et de statistique du Canada pour faire une présentation sur comment la démographie canadienne a changé dans les 10 ans à venir. Alors, bienvenue, Laurent. Bon, j'assume que vous pouvez m'entendre, bien m'entendre. J'espère que c'est le cas. Je vois euh, tout le monde est d'accord. Alors, on va commencer. Nous allons d'abord remercier les organisateurs de cet événement, l'opportunité de parler de la démographie et de Canada. Ça va être le sujet de mon discours pour les 30 prochaines minutes. Il y a eu beaucoup d'actions dans les démographies canadiennes depuis quelques années dans l'évolution démographique. L'objectif, c'est de vous donner un aperçu de tous les changements qui se sont passés dans le démographique canadien récemment. Et ce que je veux dire, c'est dans les derniers 24 mois, est-ce que ça pourrait vouloir dire pour l'avenir, où on en va avec ces changements et à quoi pourrait ressembler la population canadienne dans 41, dans 25. Où est-ce qu'on s'en va en tant que pays? Non. Alors, pour vous emmener à travers ce parcours, je vais utiliser beaucoup de sources qu'on a à Statistique Canada. Je vais commencer d'abord sur des données derniers recensement de la population. Vous connaissez probablement le recensement. Vous avez probablement répondu au recensement. Le dernier, c'était en 2021. Alors, dans ma présentation, il va y avoir des données de recensement. Je vais utiliser également ce qu'on appelle des estimés. Et que ce sont des Statistique Canada
façon tous les 3 mois. Donc, elle, cette application, comment surveiller, tracer, évaluer l'évolution de la population canadienne en temps réel. Et je vais utiliser des projections sur la population de Statistique Canada, publie des projections de la population de façon régulière. Et je vais utiliser beaucoup de ces projections pour vous dire où pourrait aller les prochains 25 ans. Le prochain ensemble de projections pour Statistique Canada devrait être publié ce qui intéresse. Ce que va être mon objectif aujourd'hui, et j'espère que vous allez intéressant. Alors, je vais aller à la première diapo. Voilà, tout le monde voit la première diapo. Tout le monde sait on aime les théories, on aime les chartes, on aime les graphiques, les tableaux. Il n'y a pas besoin de vous en tenir à tes tableaux. Vous pouvez juste vous ce que je dis. Ils sont là à l'écran juste pour vous aider. Alors, sur votre écran, vous voyez des tendances dans la population, la croissance de la population depuis 1951 jusqu'à récemment. Et vous pouvez voir ce qui s'est passé dans les derniers 24 mois. C'est une augmentation des taux de croissance de la population. La population a monté en flèche au Canada. On est presque à 30% le taux annuel de population, de croissance de la population. Pour les démographiques, c'est très haut. C'est très rare qu'on voit tellement une croissance de population tellement grande sur ce pays. La dernière fois, c'était en 1957. C'était juste une année pour une raison particulière, c'était la crise d'Hongrie. À l'époque, en 1957, on a reçu beaucoup de réfugiés d'Hongrie, de la Hongrie. Donc, c'était la raison pourquoi cette année en particulier, on est proche à 3,5% de croissance démographique en tant que nation. Pour l'instant, récemment, on est de retour à 3%. C'est une population très haute, une tendance, comme vous pouvez le voir en général, dans les derniers 40 ans, ça a été une croissance de population démographique. 1%, c'était la croissance au Canada, après 1%. Récemment, ça a triplé. Alors, nous avons vu des changements importants dans les croissances démographiques au Canada. Et pour mettre ça en perspective, le Canada est de loin, le pays qui grandit le plus vite parmi les pays G7. Comme vous pouvez pas, vous savez, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Allemagne, le Japon ont tous lent, même des pays où on voit une population qui descend, va dans l'autre direction, comme le Japon, l'Italie, où dans ces pays, le nombre de personnes est en train de diminuer. Le Canada est particulier dans le G7. Je dirais que le Canada, c'est un des pays dans le monde où on a le plus de croissance. Je vais donner un exemple. Le numéro un, c'est un pays d'Afrique, le Niger. Il y a à peu près 3,7% de taux annuel de croissance, alors que le Canada est à 3,2% pour l'année 2023. Alors, vous pouvez voir que c'est proche d'être le pays avec le haut taux de croissance au Canada. Bien sûr, le Niger a une situation démographique complètement différente du Canada. Il y a près de 6 enfants par femme. Vous verrez dans la situation que c'est très différent au Canada. Gardez ça à l'esprit. Pour l'instant, le Canada, on a une population fois très rapide. Alors, je vais revenir à la diapo précédente pour une semaine pour vous dire une chose importante. Dans les derniers mois, on a commencé à voir que le taux de croissance de la population commence à diminuer. Donc, c'est quelque chose qu'on surveille à Statistique Canada et vous avez peut-être entendu le nouveau plan d'immigration qui a été publié par le gouvernement du Canada au mois de novembre. Ça fait à peu près 3 semaines. Le plan d'immigration a annoncé des cibles plus basses et si c'est vrai, le taux de croissance va continuer à, euh, à diminuer dans les mois à venir, mais on a déjà vu depuis le mois de juillet cette année des réductions dans notre taux de croissance.
Pourquoi est-ce qu'on va si vite? C'est à cause de l'immigration. Sur cette charte, vous avez les niveaux d'immigration depuis 1961 et la barre bleue, c'est les immigrants permanents qui vivent de façon permanente et la barre rouge, c'est les immigrants temporaires, ceux qui viennent au Canada avec un permis de travail ou une demande d'asile. Comme vous voyez, c'est l'immigration, quelque chose qui va augmenter récemment. L'immigration temporaire est devenue plus importante que l'immigration permanente, ce qui explique l'augmentation. Donc la barre rouge est plus longue que la barre bleue pour 2022-2023. C'était la première fois dans l'histoire du Canada que ça se passait. On a reçu plus d'immigrants temporaires en 2022-2023 que d'immigrants permanents. Et c'est quelque chose qui est nouveau. Et comme vous le savez peut-être, le plan récent d'immigration, pour la première fois, a intégré des cibles pour l'immigration temporaire. Vous vous souvenez peut-être que le ministre Paul Miller et le premier ministre Trudeau ont annoncé une cible de 5%. Ça aurait été le nombre d'immigrants temporaires comparé à la population totale du Canada. On essaie d'atteindre une cible. Le gouvernement du Canada essaie d'atteindre 5%. Et maintenant, les immigrants temporaires représentent 7% de la population canadienne et non pas 5%. Nous allons voir, nous allons surveiller les tendances futures dans l'immigration temporaire et nous pouvons voir si ce type d'immigration rencontre la réduction des immigrants temporaires. Récemment, en 2024, pour vous donner une idée de ce que ça veut dire, de la population canadienne, c'est les immigrants temporaires, ça veut dire que la taille des immigrants temporaires a atteint 3 millions de personnes. Pour vous donner une autre perspective, plus de personnes que la population autochtone totale qui vit au Canada. Donc, pour la première fois en 2022 et 2023, nous avons eu parmi la population canadienne plus d'immigrants temporaires que d'autochtones. Personnes autochtones. C'est à quel point ces changements sont importants. Comme j'ai dit, ce sont des temps très importants pour les spécialistes en démographie comme moi, parce que les éléments de la croissance de la population sont en train de changer. Et je parle de pourquoi la population est en train d'augmenter. On a eu des naissances, on a des morts, évidemment, ça réduit la population. On accueille des immigrants. On a aussi des gens qui quittent le pays, donc des immigrants que nous devons prendre en considération. Au niveau de fertilité, il y a eu beaucoup de changements au niveau de fertilité récemment. Et en 2023, notre niveau de fertilité a atteint un record de fertilité à 3 enfants par femme. Le Canada est parmi les pays dans le monde qui a le plus bas taux de fertilité. Et c'est quelque chose qui faut garder à l'esprit. On fait partie des quelques pays qui ont le taux de fertilité le plus bas dans le monde, avec certains pays de l'Est de l'Europe, comme la Roumanie, la Bulgarie, la Corée du Sud, qui a des taux de fertilité qui sont très bas. Le Canada, l'Italie, l'Espagne ont fait partie de beaucoup de pays également. D'autres pays du G7, comme les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, ont tous des problèmes de fertilité qui sont très bas qui sont plus hauts que le taux qu'on a dans le pays. Donc, pour vous donner une idée des changements récents démographiques. Alors, pour faire un sommaire de cette première partie de ma présentation, il y a beaucoup de premières dans les croissances démographiques canadiennes dans les derniers 3 ans. Un record de croissance de la population, un record pour les niveaux de fertilité qui ne sont seulement qu'à 1,26 enfants par an. Il y a eu des choses qui se sont passées au niveau de la mortalité, l'espérance de vie pour les Canadiens dans les derniers 3 ans. L'espérance de vie a diminué au Canada.
Et c'est quelque chose qui est remarquable. C'est pas d'une façon positive, bien sûr, mais euh, pendant 100 ans, l'espérance de vie augmente d'année en année, alors que dans les derniers 2 ans, ça a un petit peu diminué. C'est la première fois en 100 ans que c'est arrivé. Bien sûr, il y a eu une pandémie qui explique en partie pourquoi notre espérance de vie a diminué. C'est aussi relié à la crise des opiacés dans certains pays qui continue encore. Et Statistique Canada a publié des mises à jour sur l'espérance de vie des Canadiens le 4 décembre. Ils vont le publier dans quelques semaines. On a admis plus de résidents non permanents, temporaires qu'avant, et plus de résidents temporaires que de migrants permanents. C'était la première fois. L'autre changement dont je n'ai pas changé, parce qu'on n'aura pas le temps, mais qu'il faut vous quand même, récemment, la génération des milléniaux, les enfants qui sont nés à la fin des 70, pendant les années 80, 90, c'est devenu la génération la plus représentée dans le pays, plus que les baby boomers, ceux qui sont nés dans les années 50 et 60. Donc, c'est un changement qui est important parce que ces milléniaux sont plus nombreux que les baby boomers, les boomers qui sont maintenant qui ont maintenant, qui sont maintenant dans 70, pour, pour faire un sommaire d'une perspective de démocratie, le Canada, c'est vraiment spécial dans le monde. Et certains de ces changements commencent. On continue. Je vais passer maintenant à la deuxième partie. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir? Où est-ce qu'on pourrait se retrouver étant donné toutes ces tendances? Je dirais d'abord qu'en utilisant les projections, Statistique Canada n'a pas une boule de cristal. C'est pas comme pour prédire le temps, la météo. On a un scénario et ils nous disent c'est le temps qu'on va voir demain et la journée après-demain. Statistique Canada a publié beaucoup de scénarios pour les projections de la population parce qu'on n'a pas de boule de cristal. On projette la population sur les périodes de 25 ans pour les provinces et les territoires et les périodes de 50 ans pour le Canada. Et ça, c'est le problème. Quand vous projetez la population pour 50 ans dans l'avenir, vous devez prendre en considération les niveaux de fertilité de femmes qui ne sont même pas nées. Alors, on produit toutes sortes de scénarios. Je vais parler ici de ce qu'on appelle le scénario de croissance moyenne. Mais gardez à l'esprit qu'il y a d'autres scénarios qui sont possibles et que Statistique Canada n'a pas une boule de cristal pour les projections. Pour l'instant, considérant toutes les tendances, on a la plus haute proportion de personnes dans notre population qui sont nées à l'étranger, parce qu'un Canadien sur 4 est né à l'étranger. C'est bien au-dessus de ce qu'on observe dans les autres pays du G7, tels que les États-Unis, 14%. Le Royaume-Uni, c'est à peu près au même niveau, à 13,8%. Et certains pays comme le Japon, qui ont presque personne qui sont nés en dehors du Japon parmi leur population, c'est seulement 2%. Alors, ça vous donne une idée de quel point nous sommes différents des autres pays. Vous devez savoir que le Japon n'accueille pas beaucoup d'immigrants par situation, et ça a été la situation depuis très souvent. C'est pour ça qu'ils ont une petite proportion de la population qui est née à l'extérieur. Et les tendances actuelles continuent. En 2041, dans 25 ans, on pourrait avoir un Canadien sur 3 qui serait né à l'étranger, donc proche de 23%. Ce serait une proportion très haute, ce serait un record. Donc, c'est quelque chose qu'on doit garder à l'esprit, proche de 30%, pardon. Ça doit dépendre des niveaux d'immigration et c'est très intéressant parce que comme j'ai dit, notre plan récent d'immigration exprime l'objectif de réduire notre taux d'immigration, mais cette réduction pour les spécialistes en démographie, on peut dire que c'est une petite réduction.
Alors, ces projections restent suffisamment justes. Si les plans continuent pour l'avenir, on pourra être proche d'un Canadien sur trois qui serait né à l'étranger en 2041. Ce qui est très important avec l'immigration, c'est que quand on a une croissance de la population qui est basée essentiellement sur l'immigration, basée pour la majorité, plus de presque 21% de l'immigration, de la croissance, vous devez garder à l'esprit que les immigrants ne s'installent pas de façon stable sur tout le territoire du Canada, de façon équilibrée. Vous voyez qui a accueilli les immigrants en 2021 et 2022 et vous pouvez voir où ils vont dans le pays. Donc à gauche, vous avez Nunavut et quand vous allez vers la droite, vous avez les parties, l'est du pays. Et qu'est-ce que vous voyez sur la carte? C'est le fait que deux immigrants sur trois sont dans les grands centres urbains. Donc, dans les grands centres urbains, Toronto, juste la région métropolitaine. Toronto a accueilli 21% de nos immigrants, a accueilli 21% de nos immigrants en 2022 et 2023. Donc, c'est une notion assez importante. Et quand vous prenez en considération Montréal et Vancouver, si vous prenez les trois villes, Toronto, Montréal, Vancouver, c'est la moitié des immigrants qui s'installent juste dans ces trois centres urbains. Donc, les immigrants ne se distribuent pas de façon équitable. Peu d'entre eux, certains d'entre eux vont partir dans des petites villes, quelques-uns d'entre eux vont partir dans les régions rurales. C'est la situation actuelle. Ça peut changer dans l'avenir, bien sûr, mais il s'agit de la situation actuelle. Ça veut dire que c'est pas toutes les régions du Canada qui vont bénéficier de l'immigration comparé à d'autres régions. Certains en profitent beaucoup, ce qui augmente leur croissance démographique, et d'autres régions en profitent beaucoup moins. Et dans ces régions, vous avez des taux de croissance beaucoup plus bas et associés avec ça, des populations qui vieillissent plus rapidement. Alors, étant donné cette tendance, à quoi on peut s'attendre pour les personnes qui sont nées à l'extérieur du pays, dans les différentes régions du pays? Si vous avez une charte qui montre à gauche les 10 provinces et territoires, le Canada est complètement à gauche, en rouge. Et vous avez Toronto, Montréal et Vancouver à droite du graphique. Et comme vous pouvez voir maintenant, il y a près de 50% de la population qui vit dans les centres urbains de Toronto qui est née à l'extérieur du pays. Et basé sur nos projections, cette proportion pourrait être proche de 55% d'ici 2041, donc plus de la moitié de la population vivant à Toronto pourrait être né à l'étranger d'ici 2041. Et du côté droit, vous avez les parties rurales et les petites villes du pays, comme vous pouvez voir, une population beaucoup plus petite de ceux qui auraient été nés à l'étranger dans ces régions. Bien sûr, c'est relié à la tendance que je viens d'expliquer dans la charte précédente où les immigrants s'installent spécifiquement dans le plus grand centre urbain. C'est important parce que ce que ça veut dire, c'est que les différences régionales entre les différentes régions du pays sont en train d'augmenter. Nos régions deviennent de plus en plus différentes et bien sûr, il y a des défis qui sont associés avec ça et je vais revenir là-dessus dans ma conclusion à la fin de la présentation. J'ai presque fini ma présentation. Alors, merci pour votre attention jusqu'ici. On sait tous que l'immigration a beaucoup changé pendant le XXe siècle. Vous savez que le Canada, dans les années 60, 50, nous souhaitions la bienvenue à beaucoup de différents de pays étrangers, des Italiens, des Anglais, bien sûr. Alors, notre immigration à l'époque a été effectivement européenne. Depuis les années 80, ça a changé considérablement. Et maintenant, depuis des années, la plupart de nos immigrants viennent de pays asiatiques, l'Inde, la Chine, les Philippines,
Sri Lanka. C'est nos sources d'immigration les plus hautes et c'est le cas depuis bien. Alors bien sûr, ça a des implications sur la population canadienne. Je veux aussi mentionner quelque chose de très intéressant, c'est que dans les années plus récentes, depuis les derniers 10 ans, on voit également de plus en plus d'immigrants qui arrivent, qui viennent des pays d'Afrique. C'est quelque chose qu'on moniteur, qu'on surveille, et la plupart de 50% de notre immigration vient des pays d'Afrique et ça augmente d'une façon annuelle. Il faut garder à l'esprit que pendant 3 décennies, la plupart de nos immigrants venaient de l'Asie. Alors, quand on regarde notre population, va réaliser votre partialité, vous les avez à droite du graphique, la partie de la population qui déclare à travers le recensement qui appartient à un groupe racialisé augmente de façon considérable depuis 1981 et maintenant nous sommes à peu près 27% de notre population au niveau dans tout le pays qui dit qu'il appartient à un groupe racialisé et si l'immigration continue, comme c'est maintenant, en 2041, on pourrait avoir un peu plus de 40% de la population canadienne qui appartiendrait à un groupe racialisé. C'est 2 Canadiens sur 5 qui appartiendraient à un groupe racialisé. Alors, ça pourrait commencer dans les décennies à venir et pour revenir à un des messages clés de cette présentation sur les différences régionales. Parce que nos migrants s'installent dans les grands centres urbains essentiellement, vous pouvez vous attendre à ce que cette diversité serait très différente des centres urbains comparés aux régions urbaines, rurales. Alors, vous voyez ici Toronto, où 55% de la population dans le recensement disent qu'ils appartiennent à un groupe racialisé basé sur nos projections. En 2041, ça pourra être plus de 65%. Alors, plus que 7 personnes sur 10 qui vivent dans la métropole de Toronto pourraient appartenir à un groupe racialisé d'ici 2041. À droite du graphique, vous voyez les petites villes, les régions rurales du pays, où il y en aurait beaucoup moins. Quelquefois, ce n'est même pas 10% de la population. Donc, comme vous le voyez, les différentes régionales entre les différentes régions du Canada pourraient continuer à augmenter. Ça augmente, mais ça pourrait continuer à augmenter de façon significative dans les années à venir. Je voudrais mentionner une dernière chose sur notre population autochtone. Sur grandissante et quand on regarde la partie, la part des Canadiens, le pourcentage des Canadiens qui disent qu'ils appartiennent à un groupe autochtone, c'était à peu près 6% dans le recensement de 2021 et en 2041, ça pourrait atteindre 7%. Donc, c'est aussi une partie de la population qui grandit, ajoute la diversité ethnoculturelle de la population canadienne. Alors, je pense qu'il me reste à peu près 3 minutes pour cette séance. Je vais conclure en vous passant quelques messages clés. Le premier, ce serait de garder à l'esprit que le Canada, pour l'instant, c'est une aberration parmi les pays du monde, en particulier les pays développés et industrialisés. On est à part. On a une croissance très significative, même si dans les derniers mois, ça a commencé à diminuer. Et c'est drôle de voir ça depuis que la population mondiale, la croissance de la population mondiale se réduit beaucoup, alors que par rapport au reste du monde, la population du Canada grandit. Alors c'est intéressant de contraster ces deux tendances.
Souvenez-vous que c'est pas toutes les régions du pays qui profitent de façon égale de l'immigration, ce qui peut mener à des différences régionales le monde. Et ça a des implications très importantes. Par exemple, si vous essayez de définir une approche une politique où tout le monde va rentrer dans le même modèle, les besoins d'une région à l'autre sont différents parce que c'est pas la même population qui vit dans les différentes régions. Et ils deviennent de plus en plus différents. Et je peux avoir, pour parler de la population qui vieillit, vieillissante. Les populations vieillissantes, ça se passe dans toutes les régions du pays, mais pas au même taux. À la même- Alors, il y a certaines régions qui ont des populations beaucoup plus vieilles, qui vieillissent beaucoup plus vite que d'autres régions du pays. Gardez à l'esprit que ça a augmenté beaucoup dans les dernières décennies. Euh, et souvenez-vous que ça pourrait continuer si les niveaux d'immigration sont de la même magnitude. Non, il y a beaucoup de défis qui sont associés avec tous ces changements démographiques. On a entendu beaucoup euh, de problèmes au niveau de logement, des infrastructures, des besoins d'infrastructures. Il y a beaucoup de dépenses publiques là-dessus, des pressions augmentantes, des pressions sur le système de santé, sur le système d'éducation. Il y a beaucoup d'articles qui sont écrits sur ce sujet. N'oublions pas l'impact sur le groupe linguistique d'un pays. C'est un changement politique également. Certains pays grandissent, provinces grandissent plus vite que d'autres, et ça mène à des changements politiques et à la Chambre des communes, la représentation de ces provinces et des territoires parmi les provinces et territoires entre les zones urbaines, les zones rurales, donc les changements politiques passe quand vous avez des changements démographiques. Il pourrait y avoir des problèmes qui sont associés avec la cohésion sociale, le marché du travail, qui grandit plus vite qu'avant. Les baby boomers sortent de là, donc un renouvellement plus rapide. Le marché du travail change, la diversité culturelle augmente parmi les gens qui sont sur le marché du travail. Donc, pour vous donner une idée, euh, euh, ce que ça veut dire, ces tendances pour nous. Quels sont les défis, je devrais dire, qui sont reliés à cette changement démographique? Alors, je vais arrêter ici, arrêter de partager l'écran. Je vais juste rappeler à tout le monde que la présentation est disponible en français. Alors, n'hésitez pas et n'hésitez pas à contacter le Centre pour la démographie à Statistique Canada si vous avez des besoins de données, si vous avez besoin de conseils sur la démographie canadienne. C'est notre travail. Alors, on accueille des questions, vos requêtes, vous pouvez nous envoyer des courriels, vous avez un rapport à faire vous avez des rapports sur le site internet de Statistique Canada, vous pouvez voir l'horloge de la population en temps réel, si vous voulez voir à quelle vitesse la population change, vous pouvez consulter votre horloge de population. Alors, merci aux organisateurs de cet événement et je vais m'arrêter là. Laurent, c'était vraiment quelque chose de